Le karaté de Chuck Norris, le Tang-Soo-Do, le Kung Fu Wing Chun, hérité du grand maître Ip Man, Bruce Lee a tout absorbé, tout déconstruit et tout réinventé. En combinant ces disciplines millénaires avec les fondements de la boxe occidentale et les techniques de projection de la lutte libre, il a compris bien avant tout le monde qu'il n'existait pas une seule façon de combattre, mais une multitude de formes changeantes. Lorsqu'il a dévoilé au monde son célèbre coup de poing d'un pouce, la stupéfaction a laissé place au mythe. Les gens répétaient sans cesse que Bruce Lee était l'homme le plus rapide de la planète, mais la vérité était plus profonde. Sa vitesse défiait la croyance même. Chaque mouvement semblait irréel, chaque frappe donnait l'impression de surgir d'une autre dimension, brisant les lois de la physique connue. La légende racontait qu'il pouvait jouer au ping-pong avec un nunchaku, briser du bois massif d'un simple geste des doigts et se déplacer plus vite que l'obturateur de n'importe quelle caméra. Ce qui sonnait comme une impossibilité technique devenait une réalité brutale dès que l'on posait les yeux sur les images d'archives. En 1964, lors du championnat international de karaté de Long Beach, un volontaire nommé Bob Baker s'est avancé sur le tatami avec une assurance frôlant l'arrogance. Les bras croisés sur la poitrine, il était prêt à exposer ce qu'il pensait être une énième fraude des arts martiaux. Bruce Lee a simplement placé ses phalanges contre le torse de Baker, maintenant un contact à peine perceptible. Un espace de seulement 2,54 tracimètres séparait son point de sa cible. L'explosion de puissance qui a suivi a changé l'histoire du combat pour toujours. Le corps de Baker a été catapulté en arrière comme s'il avait été percuté par un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Il a volé littéralement à travers les airs avant de s'écraser violemment contre une chaise placée plusieurs mètres derrière lui. Le public est resté pétrifié dans un silence de mort. Il venait de voir quelque chose qui ne devrait pas exister selon les lois de la biomécanique. Plus tard, des chercheurs de l'université de Stanford passeraient des mois à analyser cette séquence image par image. Leurs conclusions furent stupéfiantes. Bruce Lee avait généré une force colossale, capable de briser des côtes comme des brindilles sèches avec un mouvement d'à peine un pouce. Le secret ne résidait pas seulement dans la force de son bras, mais dans tout son corps, devenu une arme totale. Une chaîne cinétique parfaite partait de ses pieds, pivotait par les hanches et s'accélérait dans son torse pour exploser au bout de son poing dans un timing millimétré. Chaque fibre musculaire s'activait en séquence, ajoutant sa puissance à une onde de choc voyageant à travers son squelette. Le claquement final de son poignet multipliait la force comme la pointe d'un fouet. Sa force physique était tout aussi déconcertante que sa vitesse. Ses pompes sur 2 doigts sont restées gravées dans les mémoires des témoins de l'époque. 2 doigts seulement supportaient l'intégralité du poids de son corps, alors qu'il descendait et remontait avec une fluidité déconcertante. Il ne le faisait pas une seule fois pour une photo de magazine, mais pouvait en enchaîner 200 de suite, tout en maintenant une conversation calme sur la philosophie taoïste avec l'acteur James Coburn. Chaque doigt supportait environ 18 kg de charge dynamique à chaque répétition. Pour Bruce Lee, ce n'était pas une démonstration de force, c'était simplement sa routine d'échauffement du mardi matin. Pour forger ses mains d'acier, il passait des heures chaque jour à frapper dans des seaux remplis de sable. Quand le sable est devenu trop facile, il est passé au gravier puis au billes d'acier. Là où n'importe qui aurait subi des dommages nerveux permanents, Bruce a développé une sensibilité tactile extraordinaire couplée à une rigidité structurelle incroyable. Les experts médicaux qui l'ont étudié ont noté une densité osseuse hors norme et des tendons qui s'étaient épaissis pour devenir semblables à des câbles de remorquage en acier. Au-delà de la force brute, Bruce Lee était un pionnier de la préparation physique scientifique bien avant l'avènement des méthodes modernes. Il fut l'un des premiers artistes martiaux à intégrer la musculation lourde et l'entraînement par intervalles à haute intensité dans son programme. Il utilisait des machines d'électrostimulation musculaire, une technologie expérimentale à l'époque, pour forcer ses muscles à se contracter à des niveaux impossibles à atteindre par la simple volonté. Cela lui permettait de recruter un nombre maximal d'unités motrices, expliquant sa capacité d'explosion instantanée. Sa diététique était tout aussi stricte. Il fut l'un des premiers à consommer des mélanges de protéines, des vitamines et des suppléments naturels pour optimiser sa récupération. Il mesurait son taux de graisse corporelle avec une précision de culturiste de haut niveau, le maintenant souvent en dessous de 5%, ce qui rendait ses muscles aussi denses et saillants que ceux d'une statue de bronze. Cette vitesse phénoménale posait des problèmes inédits, même pour l'industrie cinématographique. En 1966, sur le tournage de la série Le Frelon vert, le réalisateur William Bodin a été confronté à une situation absurde. Les premières images revenaient du laboratoire avec ce qui ressemblait à un défaut technique. Bruce Lee semblait immobile à l'écran. Puis, sans transition, son adversaire était projeté au mur. Il n'y avait aucun mouvement intermédiaire. Les caméras de l'époque, filmant à 24 images par seconde, étaient tout simplement trop lentes pour capturer l'arc complet de ses frappes.
Son poing voyageait de sa taille à sa cible et revenait en moins d'un 24e de seconde. Il se déplaçait littéralement entre les photogrammes. Les producteurs ont fini par lui demander de ralentir ses mouvements de manière artificielle, car le public ne pouvait tout simplement pas apprécier son talent s'il restait invisible à l'œil nu. Bruce détestait cette demande, car chaque coup ralenti allait à l'encontre de sa recherche de l'efficacité pure. Plus tard, pour ses propres films, il utilisera des caméras spéciales filmant à 32 images par seconde pour que l'action soit enfin perceptible tout en préservant son intensité électrique. Sa maîtrise des armes suivait la même courbe de perfection. Lorsqu'il a découvert le nunchaku, il l'a d'abord qualifié de jouet inutile. Mais après s'être accidentellement blessé lors d'un essai, il y a vu un défi à conquérir. Pendant 12 semaines, il s'est enfermé 8 heures par jour pour manier ses bâtons jusqu'à ce qu'ils deviennent des extensions organiques de ses bras. Il a fini par atteindre un tel niveau qu'il pouvait les utiliser pour envoyer des balles de ping-pong avec une précision chirurgicale. Il a inventé un nouveau langage de mouvement avec cette arme, transformant des bâtons reliés par une chaîne en une hélice de mort, bourdonnant comme les pales d'un hélicoptère. Cette maîtrise était le fruit d'une fusion entre l'instinct naturel et un contrôle absolu de la physique. Pour lui, l'arme n'était pas un accessoire, mais un prolongement de son système nerveux. Au-delà de la technique, Bruce Lee était un révolutionnaire qui a brisé 10 000 ans de tradition. En 1967, dans son gymnase de Auckland, il a jeté ses certificats et ses ceintures noires à la poubelle. Il a déclaré que les styles classiques n'étaient que des routines de danse inutiles qui feraient tuer un homme dans une vraie bagarre de rue. Les maîtres traditionnels l'ont traité d'arrogant, mais il les appelait obsolètes. Il a créé le Jeet-Kune-Do, la voie du point qui intercepte, basée sur la simplicité, la directivité et la liberté totale. Sa philosophie était radicale, n'utilisez aucun chemin comme chemin. Si un jab de boxe fonctionnait mieux qu'un coup de poing de kung-fu, il intégrait le jab. Si le jeu de jambes d'un escrimeur créait de meilleurs angles, il devenait escrimeur. Il a transformé le combat en une science du mouvement fluide, comme l'eau qui s'adapte à n'importe quel récipient. Il a étudié les écrits de maîtres d'escrime comme Aldo Nadi pour comprendre l'interception et le timing, des concepts qu'il a transposés au combat à main nue avec une efficacité terrifiante. Ses duels réels étaient tout aussi légendaires que ses films. En 1964, il a affronté Wang Jackman, un maître du Shaolin du Nord, lors d'un combat à huis clos. Bien que Bruce ait gagné, il a été frustré par le temps qu'il lui a fallu pour dominer son adversaire. Cette insatisfaction a été le déclencheur final de sa rupture avec la tradition. Quelques années plus tôt, à Seattle, il avait affronté Iwashi Nakashi, un karatéka ceinture noire réputé. Le combat n'a duré que 11 secondes. Bruce a déferlé sur lui comme une tempête, terminant l'échange par un coup de pied dévastateur au crâne qui a laissé Nakashi inconscient avec une fracture. 11 secondes pour effacer 20 ans de maîtrise traditionnelle. Sa capacité d'analyse était telle qu'il pouvait décomposer le style d'un adversaire en quelques secondes de combat et trouver instantanément la faille structurelle à exploiter. Ce qui rend ses prouesses encore plus incroyables, c'est que le dragon était techniquement un infirme visuel. Atteint d'une myopie sévère de 5 dioptries, il était incapable d'identifier un visage à plus d'un mètre sans ses lunettes. L'armée américaine l'avait d'ailleurs classé inapte au service pour cette raison. Ne pouvant se fier à sa vue pour voir venir les coups, il a développé une conscience sensorielle phénoménale. Il apprenait à lire les intentions de son adversaire à travers le frémissement d'un muscle ou un léger déplacement d'air. Dans les combats de rue à Hong Kong, il avait appris à identifier les menaces par les silhouettes et les changements de posture millisecondes avant l'attaque. Il pratiquait le Shisao, les yeux bandés jusqu'à pouvoir ressentir l'énergie de son opposant au simple contact des avant-bras. Il disait souvent que les yeux n'étaient qu'un outil et que le corps en possédait des centaines d'autres pour celui qui savait écouter. Toute la vie de Bruce Lee a été une quête pour briser les barrières de la condition humaine. De ses entraînements nocturnes où il frappait des sacs de 305 kg remplis de limailles d'acier jusqu'à ses recherches sur le gainage abdominal avec le Dragon Flag, il cherchait à atteindre une forme de perfection où l'esprit et le muscle ne feraient plus qu'un. Ses tendons étaient devenus si denses que les médecins les comparaient à des fibres de carbone. Sa capacité à mobiliser chaque fibre musculaire de son corps en un instantané de puissance pure reste un sujet d'étude pour les experts en performance. Bruce Lee n'était pas seulement un acteur ou un maître de karaté, il était le prototype d'une nouvelle ère humaine. Un homme qui avait compris que les seules limites qui existent sont celles que nous acceptons de nous imposer. Beaucoup croient encore que Bruce Lee n'a jamais concouru dans des tournois réels par peur de l'échec. Pourtant, cette affirmation est démentie par les plus grands champions de son époque. Des légendes comme Joe Louis, Chuck Norris, Mike Stone ou Jim Kelly s'accordent pour dire que Bruce était l'un des combattants les plus précis et les plus letaux de son temps. S'il n'a pas participé au tournoi, c'est parce qu'il méprisait les règles restrictives du karaté sportif des années 60. Le système du point,
où le combat s'arrête après chaque touche légère, lui semblait être une plaisanterie, un jeu d'enfant qui n'avait rien à voir avec la réalité du combat. Pour Bruce, un duel ne devait avoir ni juge, ni pause, ni limite. Il préférait le sparring libre et brutal à la recherche de médailles en plastique. Sa décision de ne pas participer officiellement était une posture philosophique ferme. La lutte était pour lui un chemin vers la liberté personnelle et l'expression de soi, pas un sport de salon. En choisissant de diffuser son art via le cinéma et l'enseignement personnalisé, il a touché des millions de personnes, laissant un héritage qui, plus de 50 ans après sa mort, continue d'inspirer les combattants du monde entier. Le dragon n'avait pas besoin de trophées pour prouver sa valeur, ses actes et son influence sur l'histoire des arts martiaux parlent d'eux-mêmes. Il a transformé le combat d'un art mystique en une science exacte, laissant derrière lui une philosophie qui transcende le sport pour devenir un art de vivre universel.